Alors, tout le monde, bon. Vous m'entendez maintenant? Les étudiants? On va enchaîner avec les résultats dans le groupe d'âge de nourrissons. Oui. Alors, pardon, ça s'est coupé parce qu'on a fait plus de 40 minutes. Alors, on va enchaîner. Dans le groupe de nourrissons, c'est les vomissements occasionnels. Alors, quand je dis les vomissements occasionnels, c'est une possibilité d'avoir des urgences chirurgicales et des urgences médicaux. Alors, il faut bien comprendre que dans notre cours, on va faire beaucoup plus les causes, c'est-à-dire gastriques. Alors, on va commencer par l'invagination intestinale aiguë. C'est une urgence chirurgicale. Il faut savoir que c'est une urgence chirurgicale très fréquente, entre 2 mois et 2 ans. Elle est primitive. Au-delà de 2 ans, c'est une question très perturbable. Si vous avez une invagination intestinale aiguë, c'est-à-dire un syndrome occlusif, c'est chez un jeune nourrisson, en rapport avec le télescopage, parce que de point de vue physiopathologique, le mécanisme, c'est un télescopage, comme illustré dans le schéma, d'une anse intestinale dans l'anse en aval. Bon, généralement, c'est secondairement un facteur déclenchant, que ce soit une vaccination ou bien une virose respiratoire, mais ça peut être une cause anatomique, parce qu'au-delà de 2 ans, c'est secondaire, soit par exemple, une tuberculose intestinale ou bien un lymphome digestif type Burkitt. Alors, attention à cette question-là. Bon, pour la clinique, comme on a dit dans Norsine, la vignette clinique, on a dit Norsine, âgée de 5 mois, alors c'est plutôt primitif. Elle présente depuis 24 heures des vomissements avec des cris incessants. Les cris incessants, c'est-à-dire c'est des crises paroxystiques de douleur chez l'enfant, avec accès de pâleur et de sueur. Mais c'est très particulier. La vagination intestinale, elle donne des périodes d'accalmie, qui est en rapport avec une ischémie intestinale qui se relâche, la vasodilatation veineuse. C'est pour ça qu'on a des périodes d'accalmie. On n'a pas de douleur dans ces périodes. Puis, on a le syndrome occlusif, c'est l'arrêt des matières des gaz. On a aussi des rectorrhagies en rapport avec l'ischémie intestinale, une fosse iliaque droite vide avec un boudin d'invagination. Si vous palpez très bien, prudemment avec les pulpes de vos doigts, sans brusquer votre enfant, vous allez peut-être palper dans 30% un boudin d'invagination. C'est une masse qui est ovalaire en sous-hépatique. Bon, si vous dites par exemple, c'est l'échographie qui va confirmer mon diagnostic, et la prise en charge, elle est en même temps diagnostic et en même temps thérapeutique, et en même temps, on va vérifier l'efficacité de notre prise en charge. Bon, on traite chirurgicalement si on a… oui,
C'est très fréquent à droite, oui, effectivement, mais on cherche le boudin. Ça peut être généralement, c'est ilio-sécal, c'est la plus fréquente. Mais ilio-héliaque ou bien duodénal, ça peut être aussi, c'est moins rare. Aussi, le jejunum aussi, ça peut toucher n'importe quel segment du tube digestif. Mais ilio-sécal, c'est la plus fréquente, c'est pour ça qu'on a à droite. Bon, après, on va voir, vous me dites c'est une triade. C'est des vomissements, c'est des cris incessants avec accalmie et c'est l'arrêt des matières des gaz. Parfois, on aura des diarrhées. Vous me dites comment on a diarrhée? Parce qu'en réponse avec la douleur, on va avoir plutôt un vidange de l'anse iléale qui est restante en aval. C'est pour ça qu'on a une pseudo-diarrhée. Ce n'est pas une diarrhée et on aura un arrêt de matière des gaz qui est masqué. Bon, les causes plus rares, on pourra avoir des appendicites, des péritonites, un étranglement hernié. C'est pour ça qu'il faut toujours examiner les orifices herniés, examiner les organes génitaux, surtout les testicules chez l'enfant, la torsion testiculaire. Il faut savoir que les deux âges de torsion testiculaire, c'est l'âge néonatal et l'adolescence. Et c'est très mauvais pronostic de dépasser les 6 heures pour les testicules. C'est pour ça qu'il faut bien déshabiller vos enfants et bien examiner. Les autres causes extra-digestives, c'est l'HIC, c'est-à-dire l'hypertension intracrânienne. On aura des douleurs, des céphalées en casque qui réveillent la nuit, avec des vomissements matinales. Ça oriente plutôt vers des causes neurologiques. Les erreurs diététiques, c'est toujours une suralimentation ou une sous-alimentation. Vous allez détailler votre diététique, vous allez découvrir. C'est un diagnostic d'exclusion. Si vous avez des questions sur l'invagination intestinale aiguë, on va continuer avec la vignette. OK? Alors, on a dit que Norsine, à 5 mois, elle est stable sur le plan hémodynamique, elle présente des vomissements et des cris incessants par épisode. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous allez remarquer le télescopage, c'est le scanner. Mais ici, c'est l'échographie. On va le sandwiching. C'est typiquement l'invagination intestinale aiguë. Vous voyez ici, vous êtes en train de voir ça. OK, très bien. Mais le diagnostic, c'est en même temps, et le thérapeutique, c'est le lavement. À la gastrophine, ou bien à l'air, ou bien à la barite. Vous voyez ici? Il est en train de désinvaginer. Et on va avoir, au fur et à mesure, une opacification du segment d'aval. OK? Très bien. Bon, après, on va discuter les deux causes les plus fréquentes, c'est le RGO et la sténose hypertrophique du pylore. Alors, les 3 vignettes que je vais insister, c'est la sténose hypertrophique du pylore, le reflux gastro-œsophagien et l'invagination intestinale aiguë. Bien sûr, si vous saviez ces 3 vignettes, pour moi, c'est un succès déjà. Bon, on va commencer par le reflux gastro-œsophagien avec ou sans hernie hiatale. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire une hernie hiatale? Alors, les étudiants, je vous ai perdu? Oui. C'est quoi? C'est l'absence de repositionnement de l'angle de His en dessous dans la cavité thoracique. C'est-à-dire, on a cette hernie hiatale, c'est un facteur anatomique favorisant le reflux gastro-œsophagien. Alors, la complication la plus grave de l'invagination intestinale, c'est la perforation, c'est la péritonite. Parce que c'est une ischémie à la langue. Si on ne traite pas à temps, on aura une perforation. Si on a un doute sur la perforation, c'est-à-dire des rectorragies ou bien un abdomen qui est chirurgical, c'est là, traitement chirurgical, et il faut vérifier l'absence de perforation et faire une toilette péritoniale. Bon, revenons au reflux gastro-œsophagien, c'est un dysfonctionnement de l'œsophage distal
Mais il faut savoir que l'RGO, il peut être physiologique avant l'âge de 6 mois, 6-9 mois, puisque l'enfant, il est tout le temps allongé. Alors, ça favorise le reflux gastro-œsophagien. Une fois la position assise ou bien debout elle est acquise, on aura moins de reflux gastro-œsophagien. Mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir un reflux qui est dit maladie. Un reflux maladie, c'est-à-dire soit qu'il a fait des complications extradigestives, soit il a un retentissement nutritionnel sur l'enfant. Alors, bon, pour la clinique, on a des vomissements. Comme je vous ai dit auparavant, c'est la date de début, c'est RGO. L'RGO, généralement, il n'y a pas d'intervalle libre, c'est-à-dire, dès la naissance, il vomit. Ces vomissements vont s'améliorer avec la position assise. Bon, ils sont postprandiaux, qui sont précoces, ils sont faciles, parfois striés de sang, parce qu'il y a des complications digestives, c'est l'œsophagite peptique, elle est très rare, mais elle est pourvoyeuse de reflux de tétée, de douleurs à la tétée, de pâleur et d'anémie. Et son diagnostic, il est fibroscopie œsogastro-duodénale. C'est la seule indication. Si on suspecte d'un reflux et on suspecte une complication, là, on va explorer. Vous m'avez dit que les examens complémentaires, ils sont trop. Mais oui, mais selon l'orientation étiologique, si on est orienté vers un RGO physiologique, on ne va pas explorer. Mais si on est orienté vers une RGO maladie, complications œsophagite peptique, parce qu'on suspecte une douleur à la tétée ou bien des vomissements striés de sang ou bien une pâleur, ici, on doit faire une fibroscopie œsogastro-duodénale pour étayer notre diagnostic et pour faire un diagnostic de gravité. Alors, la prise en charge de l'RGO, généralement, c'est des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire on va faire des mesures, obtenir le RAW, la position verticale, fractionner la tétée, épaissir avec de l'amidon, faire des préparations infantiles spéciales RGO reflux, c'est-à-dire lait à air, ou bien donner, auparavant on donnait aussi comme des traitements antiémétiques, mais c'est déconseillé pour de l'RGO physiologique. Bon, si on a une complication type pneumopathie d'inhalation, ça va de soi, on va faire une radiographie du thorax. Si on a par exemple une suspicion d'une malposition, ici on va faire un transit œsogastro-duodénal. Alors l'hernie hiatale, on va la diagnostiquer au transit. Si on suspecte par exemple on a des signes qui ne sont pas en rapport avec digestif, c'est-à-dire on a un asthme qui est mal équilibré. Il y a un jeune nourrisson, un asthme du nourrisson qui est très mal équilibré. Ici, on suspecte par exemple le reflux. Ici, on ne peut pas faire un TOGD ou bien l'endoscopie. On va faire la pH-métrie. C'est quoi la pH-métrie? On va faire une mesure toute la nuit ou bien 24 heures du pH de l'œsophage. On va voir, est-ce qu'on a un reflux ou pas acide? Ça, c'est très particulier pour les symptômes qui sont extra-digestifs, parce que c'est une maladie, certes digestive, mais qui peut avoir des symptômes digestifs et extra-digestifs. Le traitement repose soit traitement médical, si on a par exemple un RGO maladie, un traitement antisécrétoire, IPP, ou bien anti-H2, ou bien on aura aussi un traitement chirurgical si échec du traitement médical, surtout si on a un facteur anatomique type hernie hiatale. Bon, si vous avez une question sur l'RGO, on va commencer par celui-ci. Ça. Alors, c'est la pH-métrie. Vous voyez très bien. Ça, c'est la pH-métrie. On va faire un enregistrement du pH au-dessus de l'angle de His. On va voir est-ce qu'on a ou pas un reflux. Très bien. Vous me dites, la définition physiopathe de l'RGO, c'est quoi? Est-ce que c'est une contraction? Est-ce que c'est un défaut de relâchement ou pas? Ou quoi? Alors, les questions que vous m'avez posées, c'est la pH-métrie. On a dit si on a des symptômes qui sont extradigestifs, c'est-à-dire respiratoires, ou bien ORL, ou bien par exemple un malaise grave chez l'enfant,
on va faire la pH-métrie et on va voir, est-ce que l'enfant va faire, par exemple, un sifflement au moment où le pH va descendre. Ici, c'est une preuve de causalité entre l'RGO et le symptôme respiratoire, par exemple. Pour le traitement antisécrétoire, c'est-à-dire IPP ou bien anti-H2, on va le donner si on suspecte un RGO maladie, c'est-à-dire avec retentissement. Soit on a une oesophagite peptique, soit on a une pneumopathie d'inhalation, soit on a un retentissement nutritionnel, c'est-à-dire un enfant qui est hypotrophe. Là, on est obligé de donner un traitement de maladie d'RGO. Alors, comment faire la différence? C'est le retentissement et c'est la recherche de complications. Un RGO physiologique ne retentit jamais sur la croissance, ne fait pas de complications, alors qu'un RGO organique, c'est-à-dire maladie, va donner des complications. Ça veut dire un défaut de fermeture du sphincter inférieur œsophagien. Non, c'est un défaut de relâchement. C'est-à-dire, nous, normalement, on a un relâchement, sauf relâchement au fur et à mesure de la propagation des contractions. En dehors des contractions, c'est-à-dire l'arrivée du bol alimentaire, normalement, notre sphincter, il est fermé. Si on a un relâchement qui est inapproprié en dehors du bol alimentaire, on a notre fameux RGO. Alors, comment on va faire pour traiter chirurgicalement? On va faire un mochonnage, c'est-à-dire on va recréer la barrière anti-reflux, c'est-à-dire l'angle de His qui est aigu, un positionnement très particulier en rapport avec les coupoles diaphragmatiques. OK? Alors, c'est ça. Le mécanisme principal, c'est la survenue de relaxation inappropriée du sphincter en rapport en dehors de la déglutition. OK? Très bien. On va revenir sur la sténose hypertrophique du pylore. Alors, typiquement, la sténose hypertrophique du pylore, c'est quoi? De point de vue physiologique, c'est quoi? C'est-à-dire l'estomac, son sphincter inférieur, le pylore, il est recouvert d'une musculature qui est circulaire et qui est longitudinale. Il y a certains facteurs qui sont favorisants, qui font faire que la musculature, elle est épaissie. De cette façon-là, on va avoir un estomac qui lutte pour vider son contenu. C'est comme l'équivalent chez l'adulte de l'ulcère gastrique qui s'est compliqué d'une sténose pylorique. OK? Mais c'est une pathologie qui touche un jeune nourrisson de 3 à 4 semaines jusqu'à 4 mois. C'est très particulier parce que généralement, ça touche le premier enfant de la famille, un garçon, généralement au moment de l'hiver. C'est un enfant qui va commencer à vomir après un intervalle de 3 à 4 semaines, contrairement à l'RGO. Mais ces vomissements sont progressivement plus grands. Plus grands, c'est-à-dire que c'est une quantité qui est plus importante de la quantité ingérée. Et d'autant plus, c'est du lait caillé, c'est-à-dire c'est un lait qui a séjourné dans l'estomac avec du pH acide. C'est ça, c'est lait caillé. Et en plus, c'était postprandial tardif, contrairement à l'RGO. C'est-à-dire, c'est des symptômes après un intervalle libre, alimentaire, postprandiaux tardifs, qui sont angés. C'est un enfant qui est affamé, il veut manger, mais il est affamé, il prend et puis il vomit. Il y a de la constipation parce que rien qui passe, c'est logique, et on a une cassure de la courbe du poids. Ici, on va faire un examen. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une distension abdominale avec un clapotage à jeun. C'est-à-dire, si je fais une chignode au niveau de l'épigastre, ça va me balloter, c'est-à-dire il y a une distension gastrique. Et on va avoir les ondes péristaltiques au jour vif, c'est-à-dire on peut les voir, les ondes péristaltiques qui luttent contre l'obstacle, qui est la sténose hypertrophique du pylore. Si on palpe, on arrive à palper, on peut palper l'olive pylorique que j'ai montré auparavant dans la vignette clinique auparavant.
Et ça, c'est très difficile à palper parce qu'il faut palper à jeun. Alors, quel est le premier diagnostic? Comment on va faire le diagnostic? Est-ce qu'on va faire un TOGD, un ASP, une échographie? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Les étudiants, vous êtes là? ASP. Alors, j'ai dit, quel est l'examen complémentaire qui va nous donner le diagnostic, qui va nous confirmer le diagnostic? TOGD, c'est l'échographie. Effectivement, c'est l'échographie. C'est des mensurations, c'est-à-dire l'échographie va nous montrer, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Elle va nous montrer ça, c'est-à-dire une épaisseur et une hauteur anormalement augmentée. Et ça, c'est-à-dire comme le cas de notre enfant de Naël, l'estomac distendu avec des ondes péristaltiques résiduelles, actives sans vidange, épaississement du canal pylorique musculaire qui mesure 7,5 cm avec une longueur et une épaisseur de 0,7 cm, qui est très énorme. OK? De ce fait, je peux dire, c'est bon, j'ai diagnostiqué ma sténose hypertrophique pylorique, qui est une urgence chirurgicale. Le traitement, c'est une pédérotomie extramuqueuse. Vous voyez très bien, ici, j'ai mis le TOGD, ce n'est pas pour le diagnostic, c'est pour vous faire voir que tellement la musculature pylorique est très importante, vous voyez le défilé pylorique, il est très aminci. Ça, c'est une sténose hypertrophique. C'est un mécanisme physiopathe. Ce n'est pas important le TOGD pour avoir le diagnostic. C'est tout simplement l'échographie. On va fier notre enfant à un chirurgien après avoir corrigé les complications parce qu'il fait beaucoup de déshydratation et de hypochlorémie parce qu'il vomit le suc gastrique. Alors, il faut corriger la déshydratation, arrêter l'alimentation et corriger les perturbations électrolytiques. Vous avez vu ça, tout ça avec Dr Boustil, la déshydratation. Et à la fin, vous allez voir, on va faire un geste chirurgical qui est la pylorotomie extramuqueuse, c'est-à-dire on va essayer de faire une incision au niveau de la paroi pylorique sans toucher la muqueuse. Puisque si on touche la muqueuse, on a raté notre geste, on aura une hémorragie digestive. OK? On continue? Très bien. Bon, si je vous dis cette vignette, Youssef, il est âgé de 14 mois. Il crie au moment de la tétée. Il est hétérotrophique, mais il est pâle. Il a une notion de vomissement à la naissance, dès la naissance, qui s'améliore depuis l'âge de 9 mois. Et voici sa courbe de poids. Vous voyez ici une belle courbe staturale, ça va, c'est régulier, mais vous voyez ici la courbe pondérale, elle est au-dessus du 3 percentile, elle est en train de casser, il est stagné. Vous voyez ici, il est en train de stagner. Alors, il a cassé sa courbe de poids. Alors, que pensez-vous? C'est quoi le diagnostic? Alors, allez. Alors, le diagnostic. Alors, j'ai dit très importante, faire attention, attention, attention. Vous faites le diagnostic positif de gravité et étiologique. Très bien. Compliqué de quoi? C'est un ergiopathologique qui est compliqué de... Il y a deux complications. Il y a deux sortes de complications. La première complication, il crie au moment d'œsophagite peptique. Très bien. Alors, une fibroscopie œsophagienne, il faut faire une fibroscopie, il faut la grader. Stade 1, 2, 3, 4. Deuxième chose, j'ai dit eutrophique, j'ai dit eutrophique, mais j'ai montré une courbe de croissance avec une stagnation. C'est de l'importance de suivre les poids. À chaque consultation, il faut consigner le poids et la taille dans la courbe du poids. Parce qu'un enfant une seule mesure ne suffit pas pour dire qu'il est en bon état de santé. Il faut plusieurs. Un retentissement nutritionnel, il a stagné. Alors, notre enfant, qu'est-ce qu'on va faire?
Première des choses, on va faire une fibroscopie oesogastrique. On va faire aussi quoi? On va faire aussi une TOGD pour faire rechercher un facteur anatomique aggravant type hernie hiatale. Vous allez voir, nourrisson âgé de 14 mois, normalement, si énergio-physiologique, à 14 mois, on n'a pas de vomissement parce que c'est bon. Il a acquis la marche normalement. Mais non, Youssef, il garde toujours les vomissements avec un retentissement nutritionnel. Il a fait aussi une oesophagite. On va voir cette oesophagite. Youssef, on va faire une fibroscopie. On va faire aussi une TOGD. Vous voyez très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour le TOGD? Qu'est-ce que vous voyez dans le TOGD? Ça s'est coupé, hein, belle. C'est bon? C'est bon? Oui. Alors, on a dit qu'on a fait le TOGD à Youssef. Youssef, vous voyez très bien qu'on a une visualisation de l'œsophage en totalité. Ce n'est pas une bonne image, ça. C'est-à-dire, ça reflète quand même un reflux, mais de façon indirecte. Ce n'est pas très important d'avoir le TOGD. Le TOGD, c'est pour déceler une anomalie, c'est-à-dire une hernie hiatale. Ici, on n'a pas une hernie hiatale, fort heureusement, c'est-à-dire. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans la fibroscopie œsophagienne? On remarque que l'œsophage, il est pâle, il est sténosé, l'œsophage. Oui, c'est le stade 4. C'est une sténose œsophagienne secondaire à une œsophagite peptide, c'est-à-dire l'argéopathologique de Youssef. Il était très mal pris en charge. Il est compliqué d'une sténose œsophagienne qui nécessite une dilatation. OK? Alors, normalement, c'est acquis. Cette vignette clinique, on ne va pas la revenir. Oui, on va faire une dilatation très importante régulièrement et normalement, ça va s'estomper. Mais secondairement, on va faire un traitement chirurgical hein, parce qu'il faut éviter la resténose. Bon, les autres complications, les autres étiologies possibles des vomissements, c'est l'applicature gastrique, aussi les APLV aussi, toujours. Les causes extradigestives, c'est les infections, l'insuffisance rénale chronique aussi, d'autres causes métaboliques aussi et des causes psychoaffectives. OK? Alors, pour la tranche d'âge de grand enfant, les vomissements occasionnels, toujours, on a les urgences chirurgicales, l'appendicite, la péritonite, l'occlusion intestinale, moindre l'invagination puisque c'est rare. L'adénolymphite mésentérique, c'est très fréquent l'adénolymphite mésentérique, c'est un diagnostic différentiel avec une appendicite. Les gastroentérites, c'est le plus fréquent diagnostic. Bon, généralement, les enfants, quand ils ont une angine, ils vomissent. Le syndrome de Rey, qu'est-ce que ça veut dire le syndrome de Rey? Le syndrome de Rey. Alors, le syndrome de Rey, c'est en rapport avec, on dit, c'est une complication si on a une virose et on prend de l'aspégique. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, c'est une encéphalopathie hépatique en rapport avec une stéatose hépatique. C'est pour ça que c'est interdit de donner de l'aspégique à un enfant qu'on suspecte une virose. Mais généralement, c'est la varicelle. Pas d'aspégique dans la varicelle. C'est pour ça, c'est le syndrome de Rey. Ça donne beaucoup de vomissements. Malgré que c'est une encéphalopathie hépatique, elle ne donne pas d'ictère. C'est pour ça qu'il faut se méfier du syndrome de Rey. OK. Pour les vomissements chroniques, on a toujours l'ulcère, les parasitoses, la migraine, l'épilepsie aussi, des tumeurs cérébrales, les vomissements périodiques, les vomissements psychoaffectifs. Généralement, c'est un enfant qui vomit sans arrêt, un grand enfant, généralement de 5 ans, qui vomit sans arrêt, qui n'a rien pris depuis la veille,
et qui continue à vomir. On va faire un petit bilan, on trouve une hypoglycémie. Hypoglycémie, ici, il faut donner du glucose parce que Tralna fait le cercle acétonomique, c'est les corps cétoniques. Il faut donner du glucose pour rompre ce cercle et rompre, parce que les corps cétoniques, ça donne beaucoup de vomissements. C'est le cas de l'acétocétose diabétique et aussi c'est le cas de des vomissements de jeunes. Alors, c'est quoi ça? C'est une image qui est très choquante, mais c'est un intestin qui est enlevé chez un enfant de 7 ans qui présente une invagination intestinale aiguë. Alors, quel est le diagnostic? C'est une invagination intestinale aiguë primitive ou bien secondaire? Alors, secondaire, oui, secondaire. On a dit au-delà de 2 ans, c'est secondaire. Généralement, c'est quoi ça? C'est quoi la masse ici? Ça peut être quoi? Avec une adénopathie mandibulaire ici. Lymphome, très bien. Comme c'est un lymphome digestif, on parle de lymphome B ou bien lymphome de Burkitt. Bon, il faut savoir bien, il n'y a pas de traitement miracle dans le vomissement. Le plus important, c'est la démarche diagnostique. Puis, le traitement, il est symptomatique. On n'a pas beaucoup de traitements antiémétiques chez les enfants parce qu'ils sont prescrits en dehors de l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise en marché. On ne peut pas les donner parce qu'on n'a pas le droit en dehors de l'hôpital ou bien si on n'est pas pédiatre. Anciennement, on a donné dompéridone, le motilium, mais avec le syndrome de QT et la mortalité cardiaque, on ne donne plus de dompéridone, on donne des traitements à base de plantes comme antiépileptiques. Le traitement étiologique, il est primordial, il se fera en fonction de l'étiologie. Alors, on va faire un petit 3 minutes de repos et on va enchaîner avec l'arthrite juvénile idiopathique. OK? Vous n'avez pas d'autres questions? Dibridate, il n'a pas de place. Généralement, on le donne si on a une possibilité des vomissements qui sont incoercibles. On a éliminé une urgence chirurgicale, une urgence médicale, et pour le confort de l'enfant, et ne pas dépasser les 3 jours et ne pas donner du macrolide avec. Le risque de QT, hein, surtout si on a une QT lent, on risque d'avoir des complications cardiaques, voire une mortalité. C'est pour ça que les traitements antiémétiques n'ont pas une grande place dans le traitement symptomatique. OK? Alors, pour le traitement symptomatique du reflux, ça y est, normalement, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Non. La première vignette, on a dit que le sexe masculin est très important parce que c'est typiquement, c'est la sténose hypertrophique du pylore. On a dit, c'est le premier enfant de la famille de sexe masculin. C'est pour ça, c'est très important le sexe masculin dans la sténose hypertrophique du pylore. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sténose hypertrophique du pylore chez la fille, c'est moins fréquent. OK? Très bien. On peut enchaîner avec l'arthrite juvénile idiopathique si vous n'êtes pas très fatigué. OK? Alors, bon, on va enchaîner avec l'arthrite juvénile idiopathique. Alors, c'est un chapitre de rhumatologie pédiatrique. Je sais très bien que vous n'avez pas fait encore la rhumatologie adulte, mais il faut savoir que la rhumatologie pédiatrique, on a quelques maladies de système, mais surtout une particularité de rhumatisme, c'est l'arthrite juvénile idiopathique. Il faut savoir que l'arthrite juvénile idiopathique, pourquoi on s'intéresse à cette pathologie-là? Première chose, c'est une maladie chronique. Elle est handicapante, c'est une source de douleur, d'une altération de la qualité de vie de l'enfant. Et en plus, c'est un diagnostic d'exclusion. C'est une casse-tête pour le clinicien parce que c'est un diagnostic d'exclusion. Il faut savoir aussi que l'arthrite juvénile idiopathique, ce n'est pas une seule maladie. C'est un groupe hétérogène de maladies. Bon, OK? Mais qui a comme commun, comme pronostic, c'est l'handicap, c'est les complications d'hiatrogénie, c'est les séquelles au long terme, c'est la douleur. C'est pourquoi on les a regroupés dans l'entité arthrite juvénile idiopathique. Vous allez entendre parler
de certains anciens praticiens vous parler de l'arthrite chronique juvénile. C'est une ancienne appellation. Attention, nous maintenant, on va suivre les recommandations de la Ligue internationale de rhumatologues. Et c'est pour ça qu'on parle d'arthrite juvénile idiopathique. Bon, il faut savoir que, comme on a dit, c'est un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire c'est une pathologie qui dure plus de 6 semaines chez un enfant de moins de 16 ans. Il faut éliminer tout ce qui est infectieux, tout ce qui est traumatique, tout ce qui est hématologique, tout ce qui est maladie de système, tout ce qui n'est pas un rhumatisme. C'est un travail. Alors, ici, les examens complémentaires, c'est de faire un examen d'élimination des autres examens. C'est pour ça que c'est très important de connaître les différents diagnostics d'élimination pour retenir notre diagnostic. Bon, ça, c'est typiquement, il faut faire un petit rappel sur l'appareil articulaire. Ici, c'est le genou. Généralement, c'est la tuméfaction du genou. On a ici la triade. Quand je parle d'arthrite, c'est un diagnostic clinique. Quelle est la triade de l'arthrite cliniquement? C'est un enfant qui va venir avec de la douleur, de la tuméfaction de l'œdème et de la chaleur rougeur. Ça, c'est la triade. Quand je dis il présente une arthrite, c'est pas généralement que l'arthrite infectieuse. Non, c'est-à-dire il présente une arthrite inflammatoire avec l'œdème, la tuméfaction, la rougeur, la chaleur et l'impotence fonctionnelle. OK? Vous me suivez? Oui ou non? Très bien. OK, on va continuer et on va voir. On a dit que la Ligue d'association de rhumatologie a classé l'entité d'arthrite juvénile idiopathique en 7 entités. On a l'arthrite juvénile idiopathique systémique. Systémique, c'est la maladie du style. On a l'oligo-articulaire. L'oligo-articulaire, c'est-à-dire qu'elle touche peu d'articulations, moins de 4 articulations dans les 6 mois d'évolution. La polyarticulaire, c'est plus de 4 articulations. Bon, pour les 2 entités suivantes, vous ne connaissez pas la rhumatologie, c'est difficile de vous faire comprendre l'anthésiopathie, mais c'est un rhumatisme axial. Il se nomme la spondyloarthrite axiale. Généralement, ça touche à des sujets longiligne avec des anthésiopathies très douloureuses. Dans votre tête, vous allez la comprendre quand vous apprenez la rhumatologie. Le psoriasis, vous connaissez le psoriasis? Ah, vous avez fait déjà la rhumato. Alors, c'est bon. L'anthésiopathie, l'SPA. Alors, l'SPA, ça touche qui? Les garçons ou bien les filles? Alors, qui dit mieux? C'est les garçons. Généralement, c'est les garçons qui sont longilines. Ça touche les articulations axiales. Les anthésiopathies, c'est des petites excroissances axiales très douloureuses, surtout pour le calcanéum. Le psoriasis, c'est une pathologie inflammatoire connue, fait dermato, et les autres qui sont inclassables. OK? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la forme systémique et la forme oligo-articulaire et polyarticulaire. On va s'intéresser à chaque pathologie parce que chaque pathologie a sa propre particularité clinique et prise en charge aussi. Bon, ici, j'adore ce schéma pour voir parce que généralement, les résidents vont confondre une forme oligo-articulaire et une forme polyarticulaire parce qu'ils omettent de voir que la main, il y a beaucoup d'articulations. Il y a l'articulation interphalangeale proximale, distale, il y a aussi interphalango-carpienne, ici aussi le tarse. C'est pour ça, ici, il faut le boudiner, la forme en fuseau. C'est très particulier pour la forme polyarticulaire parce que ça touche ici, l'articulation. On a déjà 2, on a 3, 4, 5, 6 déjà. On fait la forme polyarticulaire sur la main. OK? Ici, vous remarquez quoi? Il y a une tuméfaction des 2 genoux. Qu'est-ce que vous remarquez aussi?
On a un adage, un organe qui ne fonctionne pas va s'atrophier. Ça ou là là. Qu'est-ce que vous remarquez?